Azul, Mohamed Telmatin, un social Péria. Voilà, bah, écoute, comme tu es de passage à Paris, on te voit rarement ces dernières années. Donc, Néné, sans profiter de la présence à Guinée, on va, on va essayer on va essayer de faire quelque chose avec toi. Et puis bon, on aimerait bien aussi, c'est comme c'est un peu notre ligne Mazra, on aimerait bien aussi faire partager les connaissances de Mohamed, son expérience, Mohamed El-Matin, avec les Amazirs, de ceux qui regardent telmazra.fr. Et comme pour ceux qui ne le savent pas, tu es en Espagne depuis un certain nombre d'années. Avant, je pense que tu étais en Allemagne. Tu as fait un passage par Paris, puis tu as atterri à Cadiz, plus exactement, en Espagne, où tu t'occupes, tu me corriges après, des études berbères, justement à l'université de Cadiz. Donc, on aimerait bien que tu, déjà dans un premier temps, que tu nous dises un peu, c'est quoi ces études berbères en Espagne et à Cadiz en particulier. Voilà. Alors l'enseignement lui-même, en général, c'est la langue, donc il y a une introduction aux structures linguistiques du berbère en général. Pour la langue, ce que j'enseigne en fait pour des raisons pragmatiques, c'est les fils, donc la variante marocaine. Souvent on me prend d'ailleurs pour un Marocain parce que j'enseigne les fils. Et sinon, actuellement j'ai un cours de civilisation, ça s'appelle Introduction à l'histoire et à la civilisation des Amazirs. Il y a un autre cours qui s'appelle Politique et société en Afrique du Nord, où j'essaye de m'intéresser maintenant, ces dernières années, un peu plus au développement qui affecte cette culture et cette langue du point de vue politique, du point de vue un peu sociologique, anthropologique. Voilà. Oui, donc effectivement, je suis en Espagne fixe depuis 98, donc ça fait déjà beaucoup d'années. Quand je suis arrivé en Espagne, il n'y avait pas d'études berbères, donc je suis resté en Espagne parce qu'il y avait la possibilité de monter une chaire berbère. D'abord donc de créer un poste, ensuite de transformer en poste de titulaire, puis ensuite en chaire berbère. Et donc la chose a pu se faire avec le temps, mais malheureusement, avec les crises qu'il y a eu ces dernières années en Espagne, vous êtes au courant. Donc il y a eu quand même une espèce de récession qui a fait qu'on a coupé un peu les budgets. Et cet enseignement, finalement, ne correspond pas à ce que j'aurais souhaité. Bon, il y a quand même eu des choses qui sont faites. Entre autres, c'est un enseignement qui est obligatoire. Il se fait donc dans le domaine universitaire, donc c'est des cours obligatoires. Et ça se fait aussi dans le cadre d'un doctorat que nous avons ouvert il y a peu de temps. Et mis à part cet enseignement à Cadiz, évidemment, l'avantage c'est que les années que j'ai passées en Espagne m'ont permis aussi de monter des trucs en parallèle avec des collègues, des amis catalans à Barcelone. Et tout ça a fait que ça a donné, ou ça a contribué à donner une certaine visibilité à cette question en Espagne, alors qu'avant on ne parlait pas du tout de la question des matières. Donc, parmi les espaces, les espaces, les pays, les régions qui dépendent de cet État espagnol, il y a la Catalogne. Oui. Il y a la Catalogne. Et il semblerait que la Catalogne, donc la Généralitat, tu me corrigeras toujours, la Généralitat de la Catalogne, a mis en place un enseignement de Tamazigh, de l'Amazigh, dans les écoles primaires, ou les collèges. Tu me diras, depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qui a fait que la Généralité de Catalogne a pris cette initiative et comment ça se passe concrètement? Oui. Alors ça c'est un peu le résultat du travail auquel j'avais fait allusion tout à l'heure. C'est-à-dire que, d'abord il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur c'est que les Catalans ont probablement une prédisposition positive du fait de leur propre histoire, de leurs questions personnelles, de leur identité, des problèmes qu'ils ont pour imposer leur langue et leur culture par rapport à l'État central espagnol. Donc ils ont une certaine sensibilité par rapport à ces langues dites minoritaires ou ces langues périphériques.
C'est-à-dire qu'il y a une oreille là-bas qu'on n'a pas peut-être à Madrid ou dans une autre région d'Espagne. La deuxième chose, c'est que les Catalans sont connus pour avoir pratiqué une politique d'intégration très intelligente depuis le départ. Hein. Je me rappelle d'un titre d'un livre de Jordi Pujol, qu'on considère un peu comme le père de la nation catalane, même si actuellement il a des problèmes de corruption. Mais du point de vue politique, on le considère comme le père de la nation catalane. Je me rappelle d'un livre à lui, en 1996, qui s'appelait L'immigration, problème et espoir pour la Catalogne. Et puis, troisième point, les Catalans ont une politique d'intégration qui est basée sur un pilier fondamental qui est la langue, la politique linguistique. Ils sont très conscients de l'importance de la langue dans la structuration et la vertébration d'une identité. Donc, d'abord, ils l'ont fait pour leur propre langue, n'est-ce pas, en élaborant des politiques linguistiques basées sur des plans d'intégration linguistique. D'abord, ils ont essayé d'intégrer les étrangers en général. Donc, c'est curieux parce que les Catalans, dans leur politique d'intégration, ils ont d'abord parlé des étrangers de l'intérieur, c'est les Espagnols qui venaient d'Andalousie, d'Extrémadura, etc. Puis ensuite, ils ont parlé des étrangers qui viennent, disons, des pays qui sont externes à l'Union européenne. Et à partir de là, donc, ils ont développé des politiques d'intégration où la langue et l'identité jouent un rôle important. Par exemple, ils ont développé un plan qu'ils appellent, en catalan, c'est Pla per a la llengua y la cohésion sociale. Donc c'est un plan, en fait, pour la langue et la cohésion sociale. Il redit fondamentalement ces deux aspects. Il considère que le point fondamental qui permet l'intégration des citoyens catalans, c'est la langue, c'est réunir autour de la langue. Donc, ils développent leur politique d'intégration autour de ce point. Alors évidemment, comme conséquence, il est clair que eux comprennent parfaitement que quelqu'un qui vient, qui a une langue maternelle, par exemple la mazir, le berbère, ils comprennent qu'il puisse tenir à cette langue. Et c'est ainsi qu'ils ont ouvert un peu la porte à l'enseignement de ces langues dans des classes qu'ils appellent aulas de acogida, c'est des salles d'accueil en fait, où ils ont permis l'enseignement de certaines langues, comme l'arabe, mais l'amazigh et le chinois, le mandarin, etc. Donc voilà un petit peu l'historique. Alors ça c'est un facteur. Le deuxième facteur, c'est que dans les années 94-95, avec un ami catalan, Carles Castellanos, que j'ai connu d'ailleurs à Paris, ici même à l'INALCO, lors du premier congrès qui a eu lieu ici en 94-95, il me semble, sur la standardisation du berbère, si je ne me trompe pas, dans les années 90. Donc il était venu ici, on s'était connus ici. Et puis, comme je devais partir en Espagne, on est resté en contact. Et avec lui, donc, on a commencé à travailler. Et petit à petit, s'est développé un petit noyau autour de l'Université autonome de Barcelone, qui a commencé donc à jeter les bases d'une association, hein, c'était le groupe d'études amazigh, autour donc de Carles et d'autres amis. Et on a commencé à sortir du cadre universitaire pour essayer d'entrer et de toucher la société civile avec des interventions. D'ailleurs, tu étais venu, je me rappelle une fois, assister à la Diala, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. À l'époque du congrès mondial mazigh. Donc on a commencé, et on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester uniquement dans l'enceinte universitaire et qu'il fallait sortir. Et on a commencé à fêter donc la primavera magiga, donc le printemps mazigh, et ensuite à créer ou à aider à la création d'une société civile qui était aussi la politique officielle des Catalans, parce que les Catalans encourageaient la création d'une société civile, d'associations civiles comme partenaires pour les négociations. Et c'est ainsi donc qu'on a commencé à créer et à organiser ces journées-là, le printemps mazigh. Et un jour, en 2005, au lieu de faire les conférences habituelles de commémoration du printemps, c'était en 2005, je me rappelle, j'avais dit à Carles, voyez, cette fois-ci, on va faire autre chose. On va organiser une conférence sur la possibilité d'enseignement de Tamazight. Et on avait eu la chance, parce que Carles, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un des grands nationalistes catalans indépendantistes.
qui a fait de la prison, etc. Actuellement, d'ailleurs, il est vice-président du mouvement de l'ANC, donc de l'Alliance nationale catalane, donc qui est très connu aussi. Et il a des contacts. Donc, grâce à ces contacts, surtout politiques, nous avons réussi à avoir la conseillère. C'est équivaut un peu à la ministre de l'Éducation de Catalogne, Marta Cid, à l'époque. Donc, tout ça, c'est des choses qui existent, hein, parce qu'elles sont attestées. Et on lui a fait connaître qu'elle inclut, qu'elle puisse inclure Thanazir dans l'enseignement. Et elle avait accepté de l'inclure, et c'est ainsi qu'a démarré en 2005 la première expérience d'enseignement de la Nazir en Catalogne dans des écoles publiques. Alors il y a aussi un autre facteur qui joue un rôle important, c'est qu'à partir de 2001, quand il y a eu les événements en Kabylie, donc avec le fameux printemps noir, sous la pression aussi un peu de militants catalans et nazirs, etc., le Parlement catalan a été le premier donc à adopter une recommandation qui donc demandait au gouvernement catalan d'abord d'appuyer les intellectuels et les militants kabyles, et puis ensuite de recommander l'enseignement de la langue amazigh dans les écoles et les universités. Tout ça a fait que nous avions eu les instruments en main pour lancer donc une visibilité institutionnelle de cette langue. Et ainsi, on a commencé en octobre 2005 à enseigner cette langue dans quelques écoles catalanes. Alors la formation, on l'a faite nous-mêmes, mais aussi parce que entre-temps, il y a eu la création d'un observatoire catalan amazigh, qui a été le cadre de formation des premiers enseignants de cette langue. Très bien. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut justement faire un bilan de cet enseignement de la Mazir en catalan? Est-ce qu'on a une idée, c'est pas ça existe, est-ce qu'on a une idée du nombre d'écoliers, de collégiens qui ont fréquenté ces cours, oui. Du nombre d'enseignants Oui, alors malheureusement, donc, actuellement, il y a des problèmes avec cet enseignement. Alors, il faut dire que l'enseignement n'est pas complètement éteint, mais il est pratiquement éteint. C'est-à-dire cette année-là, pratiquement, il a disparu. Mais pendant entre les années 2005 et 2007, 2008, 2010, on a atteint un pic d'une centaine d'élèves à peu près, c'est très peu. Mais quand même répartis un peu dans toute la Catalogne, entre 8-10 écoles publiques, parce qu'il faut savoir aussi que on proposait cet enseignement dans les endroits où il y avait suffisamment d'élèves, une concentration d'élèves de langue amazigh, mais aussi où les parents étaient disposés à envoyer leurs élèves. Ça, c'est un autre problème auquel on ne pense pas souvent. Donc l'expérience n'a pas été au-delà d'une dizaine d'écoles, mais c'est une dizaine d'écoles, 10-12 au maximum, d'écoles publiques catalanes. Et puis le financement était un peu problématique parce que la société civile RIFEN n'est pas malheureusement très bien organisée, et c'était à eux normalement de prendre en charge cet enseignement. Mais le plus gros problème, il est venu après le changement de gouvernement. C'est-à-dire nous, on a commencé à travailler quand il y avait une tripartite, ce qu'on appelle le gouvernement tripartite, avec les socialistes ou les social-démocrates, Esquerra Republicana surtout, qui nous a appuyés, donc ce sont les indépendantistes catalans, et les Verts, donc les écologistes. Ensuite, il y a eu un changement de gouvernement, et c'est avec ce changement de gouvernement lié avec la crise économique qui traverse l'Espagne qu'on avait décidé, comme d'habitude, de s'attaquer aux maillons les plus faibles de la société, qui sont évidemment les étrangers, la culture. D'abord, on a commencé par supprimer la maison mère qui chapeautait tout ça, c'était la Casa de las Lenguas, la maison des langues, qui avait été créée par le président de Esquerra Republicana à l'époque, et dans lequel ou qui chapeautait, disons, l'Observatoire catalan de la langue amazigh, qui lui-même chapeautait cet enseignement. Donc on a supprimé toute cette structure, parce qu'elle était créée par un indépendantiste, et puis on a supprimé par la suite les financements
Et on a aussi on a baissé le budget qui était alloué pour ce financement. On a fini par dire, le gouvernement a dit que il pouvait accorder cet enseignement, mais que c'était aux concernés de l'organiser. D'accord. Voilà. Alors là, actuellement, donc, le budget alloué, il est très 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 réduit. C'est-à-dire, je crois qu'il est passé de quelque chose comme 50 000, 60 000 euros à 10 000 euros. Et puis, en plus de cela, les paiements se font avec beaucoup de retard. Et donc, les enseignants, évidemment, ne sont plus disposés à donner ces cours. Alors, le LOCLA a été supprimé. Et donc, malheureusement, cette expérience n'a pas eu une suite, comme on aurait bien voulu le faire. Donc, il y a toute une configuration de facteurs qui a fait que ça n'a pas réussi, mais c'est une expérience qui était merveilleuse et qui démontre que, avec une bonne organisation de la communauté mazir, on pourrait obtenir des choses. Mais malheureusement, ceux qui doivent prendre en charge leur langue, qui sont les parlants de la mazir, ne sont pas toujours, disons, préparés pour cette mission. Nous avons un peu cette mentalité d'assistanat, le fait de toujours s'attendre ou penser que c'est à l'État de faire des choses, qui fait que parfois, il n'y a pas beaucoup d'autocritique, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, donc, mais ça a été une expérience assez intéressante. C'est unique peut-être dans son genre en Europe. Que dire en deux mots du mouvement associatif à Mazir, en Catalogne ou dans les autres régions de l'État espagnol? Alors, le mouvement associatif en Catalogne, il avait connu un début d'organisation dans les années, fin des années 90-2000, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le profil, disons, sociologique de l'immigration ne se prête pas pour ce genre de choses, parce que c'est des gens qui viennent souvent avec peu de bagages, disons, académiques ou universitaires. C'est une migration qui est économique, c'est des gens qui viennent pour travailler en général. Souvent, c'est des gens qui viennent au noir, n'est-ce pas, qui sont installés au noir. Donc leur principal souci, d'abord, c'est le travail. C'est essayer d'avoir des papiers, essayer d'avoir du travail. Et donc difficilement on peut leur demander un engagement au profit de leur langue et de leur culture. C'est une immigration qui est relativement récente en Espagne, parce que l'Espagne, en fait, et la Catalogne, c'était un pays d'émigration, enfin pas la Catalogne, mais l'Espagne était un pays d'émigration qui est devenu un pays d'immigration uniquement depuis la fin des années 90. Et puis d'un autre côté, et puis de l'autre aussi, les Marocains se rappellent encore du travail de pression de leur amicale, n'est-ce pas, de leur association gouvernementale qui les surveille assez. Donc, surtout dans les années... Est-ce que c'est justement cette amicale ou c'est ça? En fait, c'est relais des services de renseignement marocains. Est-ce qu'ils sont toujours actifs ou pas? C'est un peu difficile à dire, mais moi je pense que oui, évidemment. Je pense que tous les gouvernements ont leurs yeux pointés sur leur communauté. Je pense que, évidemment, ça s'est amélioré depuis la reconnaissance, entre guillemets, je dirais, de cette langue et culture. Mais il est certain que dans les années 90, il y avait une véritable terreur. Moi, je me rappelle avec Carles, quand on avait fait le premier manuel d'apprentissage Serifis Tacatalant, je me rappelle que ceux qui venaient, c'était surtout les Catalans et quelques Kabyles. Et les Rifins, quand ils rentraient dans la salle, c'était sur la pointe des pieds. Ils étaient toujours au fond de la salle, prêts à détaler s'il y avait des problèmes. Donc on sentait quand même une pression très forte. Moi je pense que avant c'était le cas, mais je crois qu'aujourd'hui c'est plutôt un manque d'engagement, un manque de conscience politique, et puis peut-être aussi cette pression économique et sociale, parce que c'est vrai que c'est difficile de demander à quelqu'un qui a des problèmes économiques, de s'engager, ou des problèmes de papier, de s'engager. Évidemment, on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir cette conviction politique qui fait qu'il y a des gens qui souffrent, qui meurent pour cela. Voilà, c'est un peu, à mon avis, la chose. Mais moi, je pense que c'est pas définitif. C'est-à-dire qu'il y a des cycles, à mon avis. Ce qui est certain, c'est que ça a donné de la visibilité. Maintenant, il y a une certaine conscience.
il est sûr que les générations qui vont venir, elles vont prendre le relais. Ouais. Prendre le relais. Et on commence à voir, parce qu'avant on revendiquait pas, on avait honte un peu de cette origine amazigh, mais elle va revenir, même si actuellement il y a quand même une concurrence assez grave, c'est celle des mosquées, n'est-ce pas, et de l'islamisme catalan et de l'Espagne. C'est une concurrence, ils occupent un peu ce terrain qui a été laissé vide par le gouvernement catalan. Ok. Et donc, tu penses que en fait, il y a une véritable concurrence qui vise Amazigh, qui vise la question Amazigh? Est-ce qu'il y a une concurrence qui vise la concurrence, c'est que le fait que les mosquées, l'islam essayent d'occuper le terrain, ce qui est de bonne guerre, est-ce que ça gêne, ça empêche les Amazirs de s'organiser, de faire de Ah oui, bien sûr, parce que, bien entendu, ça, il n'y a pas de doute, parce que, bon, d'abord, en général, le mouvement islamiste n'est pas compatible avec le mouvement amazigh, parce que les valeurs qui véhiculent les deux mouvements ne sont pas les mêmes, elles sont même antagonistes. Le mouvement amazigh, en général, c'est un mouvement qui est ouvert, qui est laïque, qui est à faveur des droits humains, individuels, collectifs, etc. Et les valeurs musulmanes sont un peu différentes. C'est un peu la Oumma, c'est l'arabe, c'est la langue commune, la religion commune, c'est des valeurs qui ne sont pas très pro-occidentales. Donc, a priori, c'est pas forcément, je veux dire, c'est pas nécessairement ce qui devrait être, mais dans le cas présent, c'est ce qui se passe. Mais surtout, ce que prétend, disons, le mouvement islamiste, c'est pas du tout, disons, la reconnaissance de l'euthanasie, ou l'enseignement de l'euthanasie, ce que essaie d'obtenir ou d'atteindre le mouvement islamiste, on le connaît, n'est-ce pas? C'est un mouvement qui est noyauté assez fortement par le salafisme. Donc c'est des mouvements qui aspirent à des valeurs qui ne sont pas du tout partagées, de retour au pan-islamisme, des valeurs donc bien déterminées par rapport à la position de la femme, par rapport à disons, au rôle de l'islam dans la société, par rapport donc à ces valeurs occidentales, à la liberté, à la démocratie. Tout ça, c'est des valeurs qui ne sont pas partagées. Et ça provoque des frictions. Alors bien entendu, c'est aussi un prolongement de ce qui se fait dans les pays d'Afrique du Nord. Donc l'islam, moi je me rappelle d'ailleurs une petite anecdote. Nous avons fait, il me semble que c'était en 2010, nous avons fait justement un congrès, d'ailleurs les actes sont disponibles, pour faire le bilan de cet enseignement. Et je me rappelle qu'à l'époque, on avait, il y a une médiatrice culturelle qui est intervenue et puis qui nous a conté une petite anecdote très intéressante où elle demandait, nous on demandait à ces médiateurs culturels d'essayer de convaincre les parents d'envoyer leurs enfants pour l'enseignement de Thamazigh, pour qu'ils apprennent Thamazigh, en leur disant, avec des arguments, que apprendre la langue maternelle, c'est renforcer son identité, c'est obtenir l'équilibre, parce que savoir d'où est-ce que tu viens, ça te permet de savoir où est-ce que tu vas aller. Et donc elle demandait à une famille, elle lui disait, pourquoi est-ce que tu n'envoies pas ta fille apprendre Thamazigh? Elle lui a répondu, mais ma fille, pourquoi veux-tu qu'elle apprenne Thamazigh? Quand elle va mourir, l'ange Gabriel, il ne va pas lui parler en Thamazigh, il va lui apprendre, il va lui parler en arabe. Comment elle va parler? Elle ne peut pas parler. Donc il faut qu'elle apprenne l'arabe. Voilà un petit peu, tu demandais tout à l'heure les différences, c'est extraordinaire. Les pressions ne sont pas toujours directes. Parce qu'il y a cette relation indissoluble entre l'islam et la langue arabe, qui fait que les objectifs ne peuvent pas être en fait c'est pas compatible. Compatibles. Sauf si on a un jour un islam des Lumières qui est... bon, mais il faudrait que beaucoup de choses changent, n'est-ce pas? Il
faudrait qu'il passe par le processus par lequel est passé, par exemple, le christianisme. Sinon, c'est très difficile à imaginer cette situation. On peut attendre, ouais. Bon, ben, merci Mohamed sur ce tableau que tu nous as tracé sur la question amazigh de manière générale. Voilà, bon, je suis sûr que ça va apporter pas mal de choses, de connaissances à ceux qui ne connaissent pas ce monde.